Personne n'était censé voir ce que les caméras ont filmé à l'intérieur de ce passage. Et quand on comprend ce que les archéologues irlandais ont réellement découvert en faisant passer du matériel à travers une porte en pierre mobile qui n'aurait jamais dû bouger, on comprend exactement pourquoi les images ont failli être effacées avant même que quiconque en dehors de l'équipe de recherche ait pu les visionner. Mais elles n'ont pas été effacées, et cela change tout. Cette histoire commence comme beaucoup d'histoires incroyables. Ni avec un scientifique, ni avec un programme gouvernemental, ni avec une expédition archéologique financée. Elle commence avec un homme nommé Kieran Doyle, un ingénieur en structure de 38 ans originaire de Limerick, qui passait un long week-end dans le comté de Meath. Doyle s'était rendu à Love Crew, l'ancien complexe mégalithique de la vallée de la Boyne, non pas par intérêt particulier pour l'archéologie, mais parce que sa petite amie en avait lu un article dans un guide de voyage et voulait voir les cairns. Il avait emporté son appareil photo, comme toujours, par habitude, sans réelle conviction. Photographe professionnel de bâtiments, les vieilles structures de pierre constituent un sujet facile et fiable. Il était déjà allé à Love Crew une fois, adolescent, et s'en souvenait comme d'un endroit venteux et sans intérêt particulier. Ce dont il ne se souvenait pas, et que les photos de l'Office de tourisme ne montrent pas, c'est ce qui arrive au Cairn T au lever du soleil, par un matin bien particulier. C'était le 5 novembre. On était encore assez tôt dans la saison pour que le soleil soit bas à l'horizon. Doyle avait installé son trépied dans le couloir principal pour photographier la façon dont la lumière se reflétait sur les bordures de pierre à l'entrée. Photographie architecturale classique. Il surveillait ses réglages d'exposition, pas le mur. Son appareil photo effectuait un plan large lorsque la pierre a bougé. Elle ne s'est pas effritée, n'a pas été déplacée par l'érosion ou un affaissement du sol. Une simple dalle de pierre sur le mur arrière intérieur, de dimension approximativement équivalente à celle d'une armoire, estimée plus tard entre 15 et 18 tonnes, pivotait vers l'intérieur sur ce qui semblait être un axe vertical central, comme une porte tournante, en douceur et sans bruit, révélant un passage derrière elle, dont les archives archéologiques existantes affirmaient avec une certitude absolue qu'il n'existait pas. La caméra de Doyle a filmé 23 secondes de l'ouverture avant que la pierre ne reprenne sa position initiale. L'ouverture était juste assez large pour qu'une personne puisse s'y glisser latéralement. Il est resté longtemps dans cette chambre avant de regarder la vidéo. Le lendemain soir, elle avait été visionnée près de 4 millions de fois. Love Crew, un site qui attire habituellement quelques milliers de visiteurs par an, est soudainement devenu viral dans 12 pays simultanément. Parmi les personnes qui ont assisté à l'événement figurait le docteur Aoife Sheridan, archéologue de renom au Musée national d'Irlande, qui avait passé près de 20 ans à travailler sur des sites mégalithiques le long du corridor de la vallée de la Boyne. Sheridan a dirigé 3 campagnes de fouilles distinctes à Love Crew. Elle a manipulé les pierres ornées, catalogué l'art des couloirs et supervisé la datation au carbone 14 des dépôts osseux trouvés dans les chambres. Elle connaît ce site comme sa poche. Lorsqu'un collègue lui a envoyé la vidéo sans commentaire, un mercredi soir à 23h30, elle l'a visionnée une première fois et a supposé qu'elle était truquée. Elle l'a regardée une seconde fois et a commencé à chercher le montage. Au 3e visionnage, elle a pris son téléphone et a rappelé son collègue. Elle lui a donné rendez-vous sur place à 6 heures du matin. Voici ce qui a convaincu Sheridan que les images exigeaient une intervention physique, avant même qu'elle n'en ait vérifié l'authenticité. La géométrie était incorrecte. Le Cairn T de Love Crew est l'une des structures mégalithiques les mieux documentées du pays. Chaque pierre de ce passage a été mesurée, photographiée et répertoriée. Le mur du fond de la chambre principale, le mur où la pierre semblait bouger dans les images de Doyle,
a été cartographié avec une précision millimétrique par photogrammétrie par 3 programmes de recherche distincts. D'après toutes les données jamais recueillies sur cette structure, ce mur est un assemblage continu et solide d'orthostates. Des dalles de pierre verticales assemblées sans aucun interstice, sans point d'articulation et sans cavité derrière elles. Les images de Doyle ont montré une fenêtre de 23 secondes sur un espace qui, d'après toutes les mesures jamais prises, n'existait pas. Sheridan arriva sur les lieux avant Doyle. Elle se dirigea droit vers le mur de la chambre du fond et s'arrêta devant, une lampe torche à la main. Pas d'interstice, pas de joint, pas de fissure qu'elle n'ait déjà vue des centaines de fois. De l'extérieur, dans la lumière grise du matin de novembre, rien ne paraissait différent. Les pierres étaient exactement à leur place. Elle appuya sa paume à plat contre la surface. Froid, solide, inébranlable. Elle recula et contempla longuement la paroi dans son intégralité. Puis, elle récupéra son radar de sol dans la voiture et commença le balayage. Les premiers résultats arrivèrent en moins de 4 minutes. Sheridan effectua un second balayage, car elle pensait que le premier avait été perturbé par la réflexion du signal sur les bordures de trottoirs décorées à proximité. Le second balayage produisit la même image. Derrière la paroi arrière de la chambre principale du Cairn T, dans un espace que toutes les études précédentes avaient identifié comme étant constitué de tilles glaciaires et de roches-mères, se trouvait un passage. Il s'enfonçait sur environ 19 mètres dans la colline, mesurait environ 1 mètre de large et 2 mètres de haut, et était parfaitement rectiligne. À son extrémité, il débouchait sur ce que l'écho-radar ne pouvait décrire que comme une pièce. Une chambre que personne n'avait jamais mesurée, car personne n'en avait jamais soupçonné l'existence. Sheridan s'assit sur l'herbe devant l'entrée du passage et resta silencieuse pendant plusieurs minutes. Ce qu'elle avait compris, avant même d'en saisir toute la portée, c'est que Love Crew fait l'objet d'études archéologiques professionnelles depuis plus de 150 ans. Le site a été fouillé pour la première fois dans les années 1860. Il a été réexploré, réexaminé et réinterprété par des générations successives d'archéologues irlandais. Un géoradar y a même été utilisé en 2019. Et pendant tout ce temps, malgré tous ces travaux, personne n'avait jamais détecté ce passage. Personne n'avait jamais trouvé la moindre trace de cette chambre, ce qui signifiait 2 choses. Soit tous les scans précédents l'avaient manqué, techniquement possible, mais cela exigerait une défaillance systématique et massive de plusieurs programmes indépendants, soit le passage n'existait pas jusqu'à présent. Le Dr Sheridan a contacté le Dr Ronan Mac Giola Criost, géophysicien à l'University College Dublin et spécialiste de l'imagerie du sous-sol des terrassements préhistoriques. Le même après-midi, Mac Giola Criost est arrivé 2 jours plus tard avec un appareil de tomographie sismique de 2e génération, un équipement capable de produire des modèles tridimensionnels de ce qui est enfoui à l'intérieur d'une colline, et non plus seulement une coupe transversale plane. Il s'agit du type d'équipement habituellement utilisé pour les levés géologiques profonds et non pour l'archéologie mégalithique. Il lui fallut 1 heure pour effectuer son balayage. Il passa les 3 heures suivantes à le relancer. La chambre au fond du passage mesurait 6 mètres de diamètre. Les murs et le plafond n'étaient ni en terre crue ni en tille. L'écho-radar indiquait la présence de pierres de taille aux surfaces lisses et profilées, caractéristiques d'une construction délibérée. Le sol était plat et au centre de la pièce, l'imagerie tomographique révélait un unique objet, un bassin en pierre. Or, il arrive que les tombeaux à couloirs mégalithiques d'Irlande contiennent des bassins en pierre. Newgrange en possède un. Knowth en compte plusieurs. Il s'agit d'éléments documentés,
que la plupart des archéologues considèrent comme ayant contenu des restes humains incinérés lors de l'utilisation rituelle des monuments. La découverte d'un bassin dans une chambre à Loughcrew constituerait, en temps normal, une trouvaille importante, mais pas extraordinaire. Ce bassin-ci était exceptionnel. L'objet situé au centre de cette chambre cachée mesurait 2 mètres de diamètre et 1 mètre de profondeur. Cela en fait, et de loin, le plus grand bassin de pierre jamais découvert sur un site mégalithique en Irlande. Mais ce n'est pas sa taille qui a interrompu Mac Geolacriost en plein milieu de sa description. C'est l'imagerie thermique. La docteure Cleodna Ní Fáileáin, spécialiste en analyse thermique et datation archéométrique au Trinity College de Dublin, avait rejoint l'équipe dès la fin de la première semaine. Son rôle était simple: utiliser des caméras thermiques pour cartographier la répartition de la chaleur dans le monument et identifier toute anomalie thermique pouvant indiquer une infiltration d'eau, la présence de racines ou une activité humaine récente dans un espace supposément étanche. Ce qu'elle découvrit dans cette chambre cachée n'était pas une infiltration d'eau. Le bassin de pierre était chaud, une température différente de la température ambiante, et non une chaleur résiduelle provenant de l'environnement. La caméra thermique affichait une température stable de 30 et 1 degré Celsius, concentrée au centre du bassin et rayonnant vers l'extérieur en anneaux concentriques réguliers en direction des parois de la chambre. Dehors, en ce mois de novembre, la température était de 6 degrés Celsius. La colline environnante, à la profondeur de leur analyse, affichait une température du sol similaire à celle du sol ambiant, soit environ 8 degrés Celsius. Le bassin était maintenu à 30 et 1 degré Celsius à l'intérieur d'une chambre de pierre étanche, au sein d'une colline vieille de 500-200 ans, et ce, grâce à l'équilibre thermique absolu de la roche environnante. Celle-ci ne présentait aucun gradient de chaleur récent, et ce depuis une période que Nephélin estima extrêmement longue. Elle recalibra, repositionna la caméra et emprunta une seconde caméra du kit de géophysique. Elle a effectué un balayage sous 4 angles différents à travers la pierre et le substratum rocheux sous-jacent. Chaque mesure s'est avérée identique. 30 et 1 degré stable, rayonnant vers l'extérieur, constant. Aucun mécanisme géologique ne produit ni ne maintient une chaleur localisée d'une telle ampleur à l'intérieur du calcaire froid et des dépôts glaciaires. Aucune activité volcanique n'est observée sous la vallée de la Boyne. Il n'existe ni source chaude, ni phénomène géothermique, ni système d'eau souterraine connu à la température adéquate dans un rayon de 40 km autour du site. Quelle que soit la source de cette chaleur, elle la générait indépendamment, sans aucune source d'énergie externe identifiable par l'équipe. L'un des aspects les plus troublants des données thermiques de Nephélin est le suivant. 30 et 1 degré. Celsius correspond à la température de surface précise du corps humain, et non à sa température interne, c'est-à-dire la température que votre peau perçoit lorsqu'on la mesure de l'extérieur. Elle a noté cela dans son journal de terrain sans autre commentaire. L'équipement de surveillance que l'équipe avait placé le long des parois extérieures du passage a capté autre chose la 3e nuit. Un son, ou plus précisément une vibration, se propageant à travers la maçonnerie depuis les profondeurs de la colline. De basse fréquence, en dessous du seuil d'audition humaine, mais largement dans la plage de détection de leurs capteurs sismographiques. Ce son était rythmé et régulier. Il se répétait toutes les 5 secondes sans variation pendant les 9 heures d'enregistrement continu. L'un des jeunes chercheurs de l'équipe, lorsque le signal a été converti en une fréquence audible et restitué par des haut-parleurs,
Il a dit que cela ressemblait à une respiration lente, profonde et reposante. Les chercheurs principaux n'ont pas inclus cette description dans leurs notes officielles, mais aucun d'eux ne l'a contredite. À la fin de la 2e semaine, l'information parvint aux instances officielles. L'Office des travaux publics, qui gère les monuments nationaux d'Irlande, dépêcha un représentant sur place. Le service des monuments nationaux suivit dans les 24 heures. Des réunions eurent lieu dans un bureau de chantier provisoire, un conteneur maritime aménagé sur le parking. Sheridan décrivit plus tard ces réunions comme parmi les conversations professionnelles les plus pénibles de sa carrière. La position officielle qui se dégagea de ces réunions fut que le site nécessitait une évaluation complète de son impact patrimonial avant que toute investigation supplémentaire puisse être menée. Cette évaluation prendrait au minimum plusieurs mois. Entre-temps, la zone du queyron concernée devait être considérée comme structurellement instable et l'accès y serait restreint. Le matériel de surveillance a été retiré, les capteurs sismographiques ont été rangés dans des caisses et les caméras thermiques ont été orientées ailleurs, mais pas avant que Nephilan n'ait effectué un dernier scan. Elle avait remarqué dans ses données thermiques de la veille une anomalie qu'elle n'avait pu expliquer. Une légère irrégularité dans la signature thermique au bord nord du bassin, une zone de température légèrement inférieure, de la taille d'une assiette, qui se détachait comme une ombre au sein de la zone de chaleur homogène. Elle avait supposé qu'il s'agissait d'un artefact de calibration, un amas de pierres légèrement plus épais à cet endroit et donc transmettant plus lentement la chaleur. Lors du dernier relevé, cette ombre s'était déplacée. Elle se trouvait désormais à l'extrémité sud du bassin. Il ne s'agissait pas d'une différence de mesure de l'instrument, ni d'une dérive de l'étalonnage. La même anomalie, dans le même champ thermique, mais à un emplacement sensiblement différent, se trouvait dans une pièce souterraine étanche, d'où rien n'était entré ni sorti. Elle a relancé le scan 3 fois de suite. L'ombre occupait la même nouvelle position à chaque fois. Elle a comparé ses résultats à des enregistrements effectués 5 jours auparavant. Le mouvement était clair, sans ambiguïté, et impossible à expliquer par les théories thermiques qu'elle aurait pu appliquer. Quelque chose avait bougé à l'intérieur de ce bassin. Cet après-midi-là, Nephilan a emballé son matériel et est rentré à Dublin sans parler à aucun membre de l'équipe de surveillance officielle. Elle n'a fait aucun commentaire public sur ses découvertes depuis la fermeture du site aux chercheurs indépendants. 3 semaines après la fermeture officielle du site, Sheridan a soumis un compte-rendu écrit complet des découvertes de l'équipe à la Royal Irish Academy. L'Académie a accusé réception du document, mais aucune réponse n'a été publiée. Elle a alors fait quelque chose d'inhabituel pour une archéologue du Musée national. Elle a contacté 3 journalistes, l'un à Dublin, l'autre à Londres et le 3e à New York, et leur a remis à chacun le même fichier crypté contenant les images du géoradar, les enregistrements sismiques et les données de la thermographie du dernier jour. Elle a dit la même chose à chaque journaliste. Elle ne leur demandait pas de la publier, mais de la conserver, de la mettre en lieu sûr, de savoir qu'elle existait. Kieran Doyle n'a rien publié d'autre sur les réseaux sociaux depuis la diffusion de la vidéo originale. Il a supprimé ses profils publics de 2 plateformes en décembre. Il a accordé une interview à un podcast enregistré dans un lieu privé, au cours de laquelle il a déclaré 2 choses qu'il convient de rappeler. Premièrement, lorsque la pierre a pivoté et que le passage s'est ouvert devant lui, l'air qui s'en est engouffré était chaud, ni étouffant, ni humide comme on pourrait s'y attendre dans un espace souterrain clos. Chaude et sec, comme l'air au-dessus d'un feu qui brûle doucement depuis très longtemps. Deuxièmement, il n'a rien entendu passer par cette ouverture, absolument aucun son. Ce qu'il remarqua en revanche, c'est que la flamme de la bougie votive, laissée à l'entrée du passage extérieur, 3 salles plus loin, après 2 virages, hors de vue, s'éteignit précisément au moment où la pierre bougea. Aucun courant d'air,
Aucun mouvement d'air, aucune explication physique. Elle cessa tout simplement de brûler. Lorsque la pierre reprit sa place 23 secondes plus tard, la bougie se ralluma d'elle-même. Il expliqua qu'il n'avait pas inclus ce détail dans son récit public car il savait l'effet que cela pourrait avoir. Il le mentionna à voix haute une seule fois, dans cet unique enregistrement de podcast, et ne le répéta plus jamais. Love Crew est ouvert aux visiteurs. Plus de 12 personnes arpentent ces collines chaque année. Elles gravissent en Carnbane East pour atteindre le Cairn T. Elles se faufilent dans le passage d'entrée, observent donc les spirales, les roues solaires et les chevrons gravés dans les orthostates il y a 5 ans. Nombre d'entre elles se tiennent dos à la paroi de la chambre du fond, celle-là même qui, d'après les images de Kieran Doyle et les données radar de Aoife Sheridan, s'ouvrent parfois et prennent des photos. Elles ignorent tout du passage de 19 mètres, situé derrière cette paroi. Elles ignorent tout de la chambre, du bassin et de la signature thermique qui se maintient à 31 degrés Celsius à l'intérieur de la roche froide. Elles ignorent tout du rythme de 5 secondes, enregistré par les capteurs sismographiques pendant 9 heures d'affilée. Un chercheur a comparé ce rythme à une respiration lente. Elles ignorent tout de l'ombre dans le champ thermique qui s'est déplacé de l'autre côté du bassin entre deux relevés. Ils ignorent que la pierre derrière eux s'est ouverte comme une porte sur ses gonds au moins une fois, comme en témoignent les archives, et peut-être même plus souvent avant que quiconque ne la filme. Ce qui est chaud à l'intérieur de cette colline l'est depuis très longtemps et l'est encore aujourd'hui. La véritable question, celle qui hante Sheridan, celle que Nephielin a fui sans y répondre, ne concerne ni le passage, ni la chambre, ni même le bassin. Il s'agit de savoir autour de quoi une structure mégalithique construite par les populations néolithiques il y a 500-200 ans a été bâtie. Car ces populations n'ont pas creusé ce passage. L'imagerie radar confirme que les parois du passage ne sont ni en pierre ni en terre. Elles sont formées de la même roche-mère intacte que la colline environnante. Ce passage existait déjà lorsque le Cairn T a été construit par-dessus. Ces populations ont érigé leur monument, avec sa géométrie solaire parfaitement alignée, au-dessus d'un élément préexistant dans le sol, ce qui signifie qu'elles savaient qu'il était là et qu'elles y ont construit une porte. Et la question que personne, dans ce bureau de chantier du parking du comté de Meath, n'osait poser à voix haute, était de savoir si cette porte était conçue pour empêcher les gens d'entrer ou pour retenir quelque chose. La chaleur derrière ce mur est toujours présente. Le rythme continue de s'enregistrer, même si les instruments qui le mesuraient ont été retirés. L'ombre est toujours là, quelque part dans ce bassin, à l'endroit où elle s'est déplacée avant que les caméras ne soient rangées. Et quelque part dans les fichiers cryptés de 3 journalistes, les preuves de tout cela attendent le moment où quelqu'un décidera que le public a le droit de savoir ce que les archéologues irlandais ont réellement découvert lorsqu'une porte de pierre s'est ouverte par un froid matin de novembre dans la vallée de la Boyne. Pensez-vous qu'ils ouvriront un jour ce passage correctement? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.